Il peut être intéressant de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va. Et si les machines pouvaient non seulement calculer, mais aussi penser? Cette question n'est pas neuve, elle traverse l'histoire humaine bien avant l'électricité et les ordinateurs. Dès le XIIIe siècle, un philosophe comme Raymond Lull imaginait une machine capable de combiner des concepts pour générer de nouvelles connaissances, une sorte d'automatisation de la pensée. Plus tard, au XVIIe siècle, René Descartes, avec son dualisme corps-esprit, a posé une question fondamentale: comment une machine purement matérielle pourrait-elle accéder à la pensée qui serait immatérielle? Cette question a stimulé la réflexion sur la nature même de l'intelligence. Dans le même élan, Gottfried Wilhelm Leibniz rêvait d'un calcul universel, d'un système logique capable de résoudre n'importe quel différend par la simple computation. Cette idée de réduire le raisonnement à un calcul est une fondation cruciale pour l'IA. Mais le rêve s'est concrétisé petit à petit grâce à des esprits visionnaires. Dans les années 1800, Charles Babbage a conçu les plans d'une machine incroyable, la machine analytique. C'était un ancêtre conceptuel de l'ordinateur moderne, capable d'exécuter des instructions et de stocker des résultats. Et puis il y a eu Ada Lovelace, mathématicienne brillante et collaboratrice de Babbage. Justement, elle a vu au-delà du simple calcul. Elle a rédigé ce qui est souvent considéré comme le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine. Sa vision était audacieuse. Elle imaginait que la machine analytique pourrait un jour composer de la musique, créer des graphiques. Bien plus que de simples chiffres, certains disent que l'IA a commencé avec elle. Mais le véritable acte de naissance, le moment où l'IA est devenue une discipline à part entière, est survenu bien plus tard, au XXe siècle, avec un nom qui résonne encore: Alan Turing. Considéré comme l'un des pères fondateurs de l'informatique théorique et de l'IA, Turing a jeté les bases. Il a imaginé la machine de Turing universelle, le concept théorique qui sous-tend tous nos ordinateurs modernes. Et il a eu une intuition clé. Cette machine pourrait modifier ses propres instructions, ouvrant la voie à l'apprentissage automatique. En 1950, il a proposé le fameux test de Turing, une méthode simple pour évaluer si une machine pouvait imiter une conversation humaine de manière convaincante, contournant le débat complexe sur ce que signifie réellement penser. Et n'oubliez pas sa prédiction audacieuse: un jour, les ordinateurs joueraient aux échecs à un niveau très élevé. Le sujet de l'IA vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez m'aider à développer cette chaîne tout simplement en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Et je vous remercie. On pourrait dire que Turing, en quelque sorte, lance le premier âge d'or de l'IA. Et c'est dans ce climat d'idées nouvelles que s'est tenu un événement crucial pendant l'été 1956. Une petite quinzaine de scientifiques se sont réunis à Dartmouth, un collège aux États-Unis. C'est là, lors d'un atelier qui fut comme une longue session de brainstorming, que le terme intelligence artificielle fut officiellement forgé par John McCarthy. Je rappelle que le terme intelligence renvoie ici au sens anglo-saxon du mot, signifiant recueil de données, ou par exemple Central Intelligence Agency pour CIA. Cette intelligence d'identification, de tri et de calcul qu'on pourrait appeler rationnelle ne représente qu'un tiers de l'intelligence humaine, qui est aussi capable de poser des buts tels que l'intelligence finaliste et de choisir des valeurs, l'intelligence morale. Cette simple précision éclaire mieux le concept de base, n'est-ce pas? Donc l'ambition était tout de même immense. Les participants étaient convaincus qu'ils pouvaient décrire précisément chaque aspect de l'intelligence humaine et le simuler sur une machine. Ils voulaient créer des machines capables d'utiliser le langage, de former des concepts, de résoudre des problèmes complexes et de s'améliorer. Ce fut le début de ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'IA, de 1956 à 1974. Les succès initiaux ont alimenté un optimisme débordant. On a vu naître des programmes capables de prouver des théorèmes mathématiques, comme le logique théoriste de Newell et Simon. Arthur Samuel a créé un programme de jeu de dames qui apprenait de ses erreurs et atteignait un bon niveau amateur. Joseph Weizenbaum a développé, lui, ELISA, un programme simple qui simulait une conversation avec un thérapeute. Même si ce n'est qu'une illusion, cela a eu un impact fort sur la perception du public. Des robots capables de raisonner et de naviguer dans un environnement simple ont vu le jour, comme Shekey ou
SRI. Des figures clés comme Marvin Minsky ont exploré les réseaux de neurones et John McCarthy a développé Lisp qui deviendra le langage de prédilection pour la recherche en IA. Les financements affluaient notamment de la part d'agences gouvernementales. Mais le chemin ne fut pas aussi simple que l'espéraient les pionniers. Les problèmes réels étaient bien plus complexes que les micro-mondes de laboratoire. Très vite, des limites douloureuses sont apparues. Les premiers systèmes de traduction automatique, par exemple, se sont heurtés à ce qu'on a appelé une barrière sémantique, produisant des résultats souvent absurdes. Un rapport influent en 1966 a sévèrement critiqué les progrès entraînant des coupes budgétaires. Pendant ce temps, deux mathématiciens, Marvin Minsky et Seymour Papert, ont publié un livre en 1969 qui a démontré les limites fondamentales des premiers modèles de réseaux de neurones, les perceptrons. Cette critique, bien que ne s'appliquant pas aux réseaux plus complexes, a jeté un froid sur la recherche connexionniste. La puissance de calcul de l'époque était également un frein majeur. Face à ces difficultés, les promesses grandioses faites dans les années 1960 ne se réalisaient pas dans les délais annoncés. Les financements ont commencé à se retirer de manière drastique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce fut le premier hiver de l'IA, environ de 1974 à 1980. Une période de désillusion, de ralentissement et de perception négative pour le domaine. L'IA n'était pas morte pour autant. Au début des années 80, un nouveau souffle est arrivé avec les systèmes experts. L'idée était de créer des programmes capables d'imiter le raisonnement et la prise de décision d'un expert humain dans un domaine très spécifique. On a vu des succès impressionnants. Dentral, capable d'identifier des structures moléculaires, Mycin, capable de diagnostiquer des infections sanguines, ou encore XCON, utilisé pour configurer des systèmes informatiques. Pour un temps, cela a généré un véritable boom de l'IA de 1980 à 87. Des entreprises se sont créées, des investissements ont afflué. Le Japon a lancé un projet national très ambitieux sur les ordinateurs de 5e génération pour stimuler la recherche mondiale. C'était l'heure des machines Lisp spécialisées, optimisées pour faire tourner ces programmes. L'IA commençait à trouver des applications pratiques dans l'industrie, pour la planification, le contrôle dans la finance ou pour la détection de fraude ou l'évaluation de crédit et même dans la logistique. Mais l'euphorie fut de courte durée. La complexité du monde réel a de nouveau rattrapé l'IA. Les systèmes experts étaient coûteux à construire et surtout très difficiles à maintenir et à mettre à jour. Ils étaient fragiles, incapables de fonctionner en dehors de leur domaine de connaissances très étroit. Extraire la connaissance des experts humains pour les coder était un processus lent et ardu. Au même moment, de nouvelles stations de travail moins chères et plus puissantes rendaient les machines Lisp obsolètes. Le marché s'est effondré. Ce fut le second hiver de l'IA, environ de 87 à 1993. De nouvelles coupes budgétaires ont suivi. Cependant, dès la fin des années 80 et dans les années 90, des avancées significatives ont eu lieu. Yann Lequin a développé en 89 le premier réseau de neurones convolutifs capable de reconnaître des chiffres écrits à la main, ce qui a mené à une utilisation industrielle pour la lecture de codes postaux et à partir de 96 pour la lecture de chèques dans les banques. Des banques ont utilisé l'IA pour identifier les chèques frauduleux. La technologie OCR, bien plus ancienne et inventée dès 1929 par Gustav Toschek, a été utilisée dès les années 1930 à 1950 pour le code Morse ou la lecture de texte, puis pour numériser des coupons ou adresses postales. Dans les années 1990, l'OCR était largement utilisé pour numériser des livres et automatiser la saisie de données dans les secteurs de la finance, de la santé et gouvernementale. Après ces cycles d'euphorie et de désillusion, les années 90 et le début des années 2000 ont marqué un tournant essentiel. Les chercheurs ont appris de leurs erreurs. L'objectif d'une intelligence générale a été mis de côté au profit d'une approche plus pragmatique, l'apprentissage automatique ou le machine learning. L'idée ne plus tout coder manuellement, mais laisser les machines apprendre directement à partir des données. Et justement, avec l'essor d'Internet, les données ont commencé à affluer en quantité inédite. Vous vous rappelez du Big Data? C'est dans cette période que des algorithmes devenus classiques se sont développés et appliqués. Les arbres de décision pour la classification ou encore les machines à vecteurs de support SVM, très efficaces pour des tâches comme la classification de texte. Des techniques comme les forêts aléatoires combinant plusieurs modèles pour une meilleure précision ont vu également le jour.
L'IA, via l'apprentissage automatique, a commencé à s'immiscer discrètement, mais sûrement dans notre quotidien. Pensez aux premiers filtres anti-spam qui ont appris à reconnaître les courriers indésirables, aux moteurs de recherche qui utilisaient des algorithmes sophistiqués comme le PageRank pour mieux classer les pages. L'IA a aussi continué à évoluer dans les jeux vidéo, qui n'a jamais été poursuivi par les fantômes de Pac-Man, dont l'IA simple mais ingénieuse donnait une personnalité à chacun, ou les vaisseaux dans Elite qui étaient initialement trop intelligents et qui ont dû être simplifiés pour ne pas rendre le jeu impossible. Des jeux comme The Sims ont introduit des personnages autonomes avec des comportements émergents. Fear a impressionné par l'IA tactique de ses ennemis et Stalker a même eu une IA si avancée qu'elle surprenait constamment les joueurs. Et puis, il y a eu un jalon public majeur. En 1997, un superordinateur d'IBM nommé Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. C'était une démonstration impressionnante de la puissance de calcul et des algorithmes de recherche face à l'un des bastions de l'intelligence humaine. Le monde a pris note, les machines devenaient incroyablement performantes dans des domaines complexes. Mais ce n'était qu'un prélude. Au milieu des années 2000, une véritable tempête parfaite s'est préparée. 3 éléments clés sont arrivés à maturité simultanément, créant les conditions idéales pour une explosion de progrès. 1. Explosion des données massives, le big data, Internet, les réseaux sociaux, les capteurs, le monde numérique générait des volumes de données sans précédent, le carburant indispensable au modèle d'apprentissage. 2. Une puissance de calcul phénoménale est devenue accessible grâce notamment aux processeurs graphiques, les GPU, conçus à l'origine pour les jeux vidéo, qui se sont avérés parfaits pour le calcul parallèle nécessaire à l'entraînement des réseaux de neurones. Et troisièmement, des avancées algorithmiques cruciales, notamment la redécouverte et l'amélioration de techniques pour entraîner des réseaux de neurones plus grands et plus profonds. C'est la révolution de l'apprentissage profond, le deep learning. En utilisant des réseaux de neurones avec de nombreuses couches cachées, l'IA a acquis d'incroyables capacités. Les réseaux convolutifs, les CNN, ont appris à voir en identifiant des motifs hiérarchiques dans les images. Imaginez-les comme des filtres qui détectent d'abord les lignes, puis les formes, puis les objets. Ils ont révolutionné la vision par ordinateur. Les réseaux récurrents RNN, avec leur mémoire intégrée, ont excellé dans le traitement des séquences comme le langage. Pensez à lire une phrase où chaque mot est compris en lien avec les précédents. Et puis, il y a eu les Transformers, introduits en 2017 avec leur mécanisme d'attention. Ils peuvent traiter tous les éléments d'une séquence en parallèle et comprendre le contexte avec une finesse inégalée. C'est un peu comme si, pour comprendre un mot, le modèle pouvait instantanément regarder tous les autres mots importants de la phrase, peu importe où ils se trouvent. Et plus récemment, l'IA est devenue créatrice. C'est l'ère de l'IA générative. L'IA peut désormais produire du contenu nouveau et original. Les réseaux antagonistes génératifs, les GAN, ont montré la voie, avec 2 réseaux s'affrontant, l'un créant des faux, l'autre essayant de les démasquer. C'est comme un faussaire et un détective qui s'améliorent mutuellement sans cesse. Les modèles de diffusion créent des images incroyablement réalistes en inversant un processus de bruit. Pensez à sculpter une image détaillée à partir d'un bloc de bruit. Mais le phénomène le plus visible aujourd'hui, ce sont les grands modèles de langage, les LLM. Souvent basés sur des transformers, entraînés sur des quantités colossales de texte, ils comprennent et génèrent le langage humain avec une fluidité étonnante. Ils peuvent écrire des textes, traduire, résumer, répondre à des questions et même converser. Le lancement de ChatGPT fin 2022 a été un choc, rendant cette technologie accessible à des millions de personnes. L'histoire de l'IA est aussi jalonnée de confrontations symboliques entre l'homme et la machine. Après Deep Blue, nous avons vu Watson d'IBM battre les champions humains au jeu télévisé Jeopardy en 2011, démontrant des capacités avancées de compréhension du langage naturel. Et en 2016, AlphaGo de DeepMind a battu Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go au monde. Cette victoire fut particulièrement marquante car le Go est un jeu d'une complexité stratégique bien supérieure aux échecs, nécessitant une intuition profonde. AlphaGo a combiné l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement pour y parvenir.
Aujourd'hui, l'IA n'est plus une curiosité de laboratoire, elle est tissée dans la trame de nos vies. Dans votre téléphone avec les assistants vocaux, dans la traduction automatique qui vous permet de communiquer instantanément, elle est au cœur des systèmes de recommandation qui vous suggèrent films, musique ou produits, rendant votre expérience en ligne unique. Elle améliore les moteurs de recherche pour qu'ils comprennent mieux ce que vous cherchez. Son impact transforme des industries entières. Dans la santé, l'IA révolutionne l'analyse d'images médicales pour aider au diagnostic, accélère la découverte de nouveaux médicaments et ouvre la voie à une médecine personnalisée. Dans la finance, elle est essentielle pour la détection de fraude, l'évaluation des risques, le trading algorithmique et l'automatisation des processus. Dans l'industrie et la logistique, elle optimise les chaînes de production et de distribution. Mais cette omniprésence et cette puissance s'accompagnent de défis majeurs. L'IA peut apprendre et même amplifier les biais présents dans les données menant à des résultats discriminatoires. La collecte massive de données soulève des questions cruciales sur la vie privée et la surveillance. La nature de boîte noire de certains modèles complexes rend difficile de comprendre pourquoi l'IA prend telle décision, posant problème pour la responsabilité et la confiance, un enjeu que l'on appelle l'explicabilité de l'IA. L'impact sur l'emploi nous interroge également profondément sur l'avenir du travail et la nécessité de s'adapter, sans oublier l'empreinte environnementale colossale de l'entraînement des modèles massifs qui consomment énormément de quantité d'énergie. Et le risque de désinformation générée par IA est bien réel. Alors, où allons-nous maintenant? L'histoire de l'IA est loin d'être terminée. La recherche explore de nouvelles frontières pour répondre aux défis actuels. L'IA de confiance et l'IA explicable visent à rendre les systèmes plus fiables et compréhensibles. L'IA frugale et verte cherche à réduire l'impact environnemental. L'IA en périphérie vise à intégrer l'intelligence directement dans nos appareils. Des approches hybrides comme l'IA neurosymbolique tentent de combiner le meilleur des réseaux de neurones et du raisonnement logique. Pour le moment, le couple GPU-LLM, c'est de la force brute et l'IA devra un jour utiliser des moyens plus subtils. Car bien sûr, la quête d'une intelligence artificielle générale, le AGI, et non pas généraliste, une IA capable donc de rivaliser avec l'intelligence humaine sur un large éventail de tâches, continue de nous fasciner et de motiver la recherche. C'était l'objectif implicite des Dartmouth. Les grands modèles de langage progressent vers plus de multimodalité, traitant texte, images et sons et explorant des capacités de raisonnement toujours plus complexes. Mais le futur de l'IA n'est pas seulement une question de technologie. C'est une histoire profondément humaine, une quête pour comprendre l'intelligence elle-même et créer des outils qui repoussent nos limites. Son développement futur, son orientation et son impact dépendront crucialement des choix que nous ferons collectivement en tant que société. Alors comment allons-nous réguler l'IA? Comment allons-nous nous assurer qu'elle est développée et utilisée de manière éthique et bénéfique pour tous? Cette saga incroyable, faite de rêves audacieux, d'étés d'or d'hiver rigoureux et d'une renaissance spectaculaire continue de s'écrire chaque jour et peut-être y participerez-vous. Alors j'ai pas mal d'autres histoires dans l'IA et en informatique qui pourraient vous intéresser. Si ce genre de format vous intéresse, vous me le dites ci-dessous dans les commentaires. Sinon, de part et d'autre, je vous donne des vidéos pour aller plus loin dans le sujet de l'IA et dans la pratique. Et puis surtout, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.